Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un micro-canon, en l'occurrence le Rode NTG2. Alors un micro-canon, c'est un micro qu'on peut utiliser de plusieurs manières différentes. En l'occurrence, on peut tout d'abord l'utiliser sur une perche. Alors là, c'est typique d'une utilisation en fiction, par exemple, où on va vouloir suivre une action ou un personnage qui parle. Et là, ça sera vraiment très intéressant et très pratique de pouvoir utiliser la perche. La deuxième possibilité d'utilisation d'un micro-canon, c'est en le fixant sur un support, sur la griffe de la caméra. Ensuite, il y a une troisième utilisation qui est tout simplement en installation fixe, un pied de micro par exemple. Alors là, c'est typique par exemple d'une utilisation en studio, lorsqu'on fait une interview ou par exemple si on enregistre une vidéo type youtubeur. Alors, c'est l'utilisation que j'en ai aujourd'hui. Le NTG2 est donc fixé sur un pied de micro. Je vous le montre. Alors c'est un pied de micro avec une mini perche qui permet de rapprocher le plus possible le micro. Ensuite j'utilise la bonnette mousse et la pince micro qui sont toutes deux fournies de base avec le NTG2. Alors, la première chose à faire quand on utilise ce type de micro, et dès qu'on fait une prise de son d'ailleurs, ça va être de penser au fait que ce micro est un micro statique, donc il nécessite une alimentation. Alors, il y a deux solutions avec le NTG2, soit par alimentation fantôme, soit par pile. L'alimentation fantôme étant fournie par l'appareil sur lequel on le branche, en l'occurrence l'enregistreur portable. Le Tascam ici, le Zoom H4n ont tous les deux une alimentation fantôme, il suffit de l'enclencher dans l'appareil. La deuxième utilisation, c'est avec une pile. Alors, c'est sur le Rode NTG2, c'est un logement à l'arrière du micro qui se dévisse et un emplacement qui permet de mettre une pile 1,5 V. C'est l'utilisation que j'en ai en ce moment. Je n'utilise pas l'alimentation fantôme de l'enregistreur portable, mais j'utilise une pile. Alors, deuxième chose à penser aussi, c'est de paramétrer le système d'enregistrement sur lequel on va enregistrer la prise de voix. Alors, en l'occurrence, là, ici, un enregistreur portable, encore une fois, c'est le Tascam DR100, mais c'est pareil pour un Zoom H4n. Donc, en fait, il faudra régler plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faudra régler un paramètre de réglage d'entrée d'enregistrement et de le paramétrer sur mono et pas stéréo, pour la simple et bonne raison que l'on a un seul micro, donc c'est pas utile d'enregistrer en stéréo, donc on enregistre en mono en l'occurrence, puisque c'est un micro externe et que ce n'est pas les micros stéréo intégrés à l'appareil. La deuxième chose à faire, ça va être d'enclencher le filtre coupe-bas ou passe-haut, ça dépendra des marques. Grosso modo, la fonctionnalité est la même, c'est filtrer les fréquences basses, parce que c'est des fréquences qui ne nous intéressent pas. Alors, à savoir, donc ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer directement dans l'enregistreur portable. À savoir qu'on peut le faire également sur certains micros Canon. En l'occurrence, le NTG2, c'est possible. Il y a un petit switch. Alors ici, on le voit sur la photo, un petit switch avec une ligne droite flat, qui veut dire que le filtre n'est pas enclenché. Et au-dessus de l'interrupteur, une courbe, qui veut dire que là, il est en position enclenchée. C'est un tout petit interrupteur, il faut y aller par exemple avec une pointe de stylo, parce que c'est un interrupteur très petit. La chose suivante à régler, c'est pour éviter éventuellement une saturation dans votre prise de son. Il y a une fonction qui est assez intéressante, c'est le limiteur. Donc pareil, ça c'est des choses qu'on règle sur l'appareil. Il faudra consulter le mode d'emploi de votre enregistreur. Si la fonctionnalité est là, il faut l'enclencher.
Ça permet, d'éviter, de saturer la prise de son. Si par exemple, à un moment donné, on a beaucoup de niveaux, qui rentrent trop de niveaux qui rentrent, dans l'appareil, d'éviter la saturation. Ensuite, la dernière chose à régler, ça va être le niveau d'enregistrement, en sachant que d'un appareil à un autre, les réglages risquent d'être différents. Heu, Par contre, la chose qu'on devra toujours respecter, c'est, alors on va essayer de voir ça correctement, c'est qu'ici vous voyez, il y a un vumètre dans l'afficheur, qui dévie, dès que je parle, ce qui nous permet de vérifier le niveau d'enregistrement en entrée. Alors ce niveau doit pas être trop faible, il doit pas être trop fort non plus. Là, en l'occurrence, j'ai une moyenne à -9 dB à peu près, ce qui est pas mal et qui me laisse une petite, marge de manœuvre, pour corriger, normaliser et cetera. C'est des choses qu'on verra, plus tard. Là, une fois qu'on a terminé, ces réglages, la dernière chose à faire, c'est placer correctement le micro. Alors, là, en l'occurrence, le micro est, réglé, avec une petite marge de manœuvre bord cadre, dans l'axe de ma bouche, à environ une trentaine de centimètres. Alors forcément, le placement du micro est très important pour ce genre de micro, puisque le NTG2 est un micro, supercardioïde, donc très directionnel et avec une directivité, une zone, optimum d'enregistrement qui est vraiment située à l'avant du micro. Si par exemple je recule, je sors de cette zone et on sent tout de suite que la prise de son, elle va changer. Alors je recule pour faire un test. Je vérifie toujours avec mon casque pour voir si tout se passe bien et en l'occurrence là si l'effet souhaité est obtenu. Donc là je suis dans la zone idéale et là je recule et je me mets au fond de mon canapé. Et là, tout de suite, on se rend compte que ma voix a un peu disparu et que je récupère une sorte de réverb. Une réverb, on appelle ça le bruit de pièce. C'est souvent le cas dès qu'on fait une prise de son dans une habitation, ou en tout cas dans un local, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que ma voix va se diffuser dans ce local et va rencontrer des obstacles et qui vont soit réfléchir le son, soit l'absorber. Alors ça peut être des murs, des meubles, des canapés, etc. etc. Quoi qu'il en soit, on a un rapport entre le son direct, c'est-à-dire le son de ma voix et la plus petite distance que va parcourir ma voix jusqu'au micro, et le son réverbéré, qui est donc ces réflexions qui se diffusent un peu partout dans la pièce et qui vont revenir avec un temps de retard au micro, parce qu'elles parcourent une distance plus importante. Donc ça va venir se rajouter à ma voix. Alors l'idée c'est d'être placé le mieux possible au niveau de la directivité du micro pour avoir beaucoup de son direct et par rapport, c'est pas qu'il y a moins de son réverbéré, il y en aura toujours autant, mais le rapport entre les deux va être plus important. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup de son direct pour peu de son réverbéré. Là en ce moment, j'ai moins de son direct par rapport au son réverbéré qui lui ne changera pas. C'est toujours la même pièce, je parle toujours avec le même niveau sonore, etc. etc. L'idée c'est d'augmenter le son direct, et c'est ce qui va se passer dès que je vais me réavancer et re-rentrer dans la zone de directivité du micro. Alors, on va tout de suite s'en rendre compte. Là, je me replace comme j'étais tout à l'heure, tout en parlant. Et là, vous allez voir tout de suite la différence. C'est que dès que je reviens dans la zone optimum de prise de son du micro, eh ben, j'ai beaucoup de son direct pour un son réverbéré qui n'a pas changé. Mais en fait, c'est le rapport entre les deux. On a beaucoup plus de son direct. Donc déjà, ça nous permet d'éviter de monter la prise de son en post-production, parce que forcément, quand je suis placé ici, je perds aussi beaucoup en niveau. Donc qu'est-ce qui se passe? On monte beaucoup le niveau en post-production, mais seulement on va monter et le son direct et le son réverbéré, puisque les deux sont dans la prise. Problématique qu'on a moins quand on est plus près du micro. Alors voilà, à savoir que pour ce test,
Je n'ai rien fait au niveau de la post-production, audio. Quelques petites choses au niveau de la post-prod, vidéo, mais pour ce qui est du son, je n'ai rien ajouté, rien enlevé. Les seules choses que je vais faire, c'est que je vais, parfois, intervertir à la volée, heu, passer d'une prise de son avec tel système à tel autre système de prise de son, pour que vous puissiez, comparer. Alors, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que déjà si à la prise de son, on a un résultat plus que correct, et ben, on aura moins de choses à faire en post-production et ça sera, beaucoup plus simple, à gérer. Pour vous donner un exemple, si là maintenant, on écoute la prise de son qui est faite par, les micros incorporés au boîtier, on va se rendre compte qu'on a effectivement aussi, ce rapport son direct, son réverbéré qui va changer. On a, beaucoup moins de son direct pour autant de sons, réverbérés, donc c'est une prise de son qui est pas idéale. Qui plus est, les micros enregistrent tout ce qui se passe autour dans la pièce, donc il n'y a pas ce phénomène de directivité. Et en plus, comme ils sont intégrés dans le boîtier, on va sûrement, en fonction des boîtiers, entendre l'autofocus, puisqu'il est enclenché sur le boîtier, qui gère le focus de manière continue. Et donc on finit par entendre un petit bruit dans la prise de son. Donc c'est vraiment pas une prise de son à utiliser, sauf si on a foiré toutes les autres et qu'on n'a plus que celle-là, donc vaut mieux ça que rien. Mais c'est pas une prise de son à garder à part entière. Moi je m'en sers plus comme élément de comparaison là dans le cas présent. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. À bientôt.